Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Mara Libya pour ce nouveau numéro de Microscope. Nous allons revenir ce soir sur cette affaire, une affaire qui a débuté normalement le 16 novembre dernier, qui reste toujours un peu dans le flou et au conditionnel et pour cause. L'écrivain Boualem Sansal a apparemment été arrêté le 16 novembre à l'aéroport d'Alger par le régime algérien, une affaire qui est restée dans le silence total, d'abord auprès de ses proches, à l'international, mais aussi auprès de la presse algérienne, auprès des médias algériens et puis des citoyens et citoyennes algériens qui sont aussi censés connaître un peu l'actualité. Surtout cette actualité prend une ampleur pas possible. Le 22 novembre donc dernier, quelques jours, vous l'avez compris, du 16 novembre au 22 novembre, l'APS enfin sort et donne des nouvelles avec cette ce papier, ce communiqué, cet article au sein de l'APS, une France et un président Macron qualifié de macronito-sioniste. Alors on peut être d'accord ou pas et avoir de bonnes relations diplomatiques avec tel ou tel pays, mais est-ce que réellement c'est le rôle d'un pouvoir, d'un régime, d'une diplomatie, d'un État d'employer de tels mots? On va y revenir depuis une affaire qui prend une ampleur pas possible au sein notamment de l'Hexagone, au sein de la France, au sein du Parlement européen, puisque un débat a eu lieu le 27 novembre dernier avec plusieurs critiques, plusieurs sorties, un État voyou, la liberté aussi de l'écrivain, mais pas que, notamment pour la responsable du Parti socialiste, bien c'est la liberté demandée pour tous les Algériens. Vous l'avez compris, puisque c'est récurrent au sein du pouvoir maintenant depuis plusieurs décennies. C'est une question à laquelle on va s'intéresser ce soir. Nous sommes tous conscients que les sorties des uns et des autres sont parfois offensantes, parfois font appel à la haine, à la violence, comme peut-être celle de Boualem Sansal, mais aurait-il et doit-il aujourd'hui subir une de telles méthodes? Et on rappelle que il est accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national et accusation selon la loi algérienne assimilée à un acte terroriste, le 87 bis, qui est décrié, qui a été demandé par plusieurs ONG, plusieurs rapporteurs de l'ONU, de supprimer ce 87 bis, notamment lorsqu'il est utilisé pour inculper des citoyens algériens, les réseaux sociaux, mais aussi de tout temps des hommes et des femmes politiques, notamment des littéraires, des artistes aussi, et puis cette méthode aussi de kidnapper. Voilà, on a entendu dernièrement notamment plusieurs artistes qui ont été comme ça arrêtés pendant plusieurs heures, plusieurs jours sans avoir de nouvelles, des responsables par exemple comme Karim Tabou, je crois que Mohsen Belabbès malheureusement est passé aussi, Ali Belhadj aussi c'est le cas. Voilà, il me semble aussi que Hassan El Khadi a subi aussi les mêmes méthodes. On va essayer de comprendre en quoi ces méthodes malheureusement continuent alors que, je vous le disais hier, notamment en novembre 2022, voilà ce que disait l'APS, mieux réguler l'exercice du métier. Je vous lis en même temps donc l'article de ces journalistes, élaborer une charte rédactionnelle avec pour objectif de définir les règles de conduite en matière d'intégrité, de crédibilité, de compétence et professionnalisme. Une charte est un véritable code de conduite, nous dit ici l'APS, un mode opératoire pour une activité quotidienne, un code d'éthique pour des comportements envers son entourage intérieur, mais aussi extérieur, un engagement pour préserver les intérêts et défendre l'image des intérêts du pays et l'image, vous avez compris aussi qu'ici l'extérieur s'en dit long sur la diplomatie. Il est avec nous pour en parler, analyste politique, ingénieur, économiste et puis écrivain. Slimane Azem, c'est toujours disponible. Blessure et résilience, d'autant plus que Slimane Azem a écrit Les Libertés, l'exil, la poésie, la chanson, et c'est aux éditions L'Harmattan. Il est avec nous, Hassan Harej, bonsoir. Il y a un problème de son, Chaban, on vous entend assez mal. Il y a un problème de son. En tout cas, moi, je vous entends très très bien. Alors, on va poser la question à un autre invité qui nous fait l'honneur aussi d'être présent. Azouaou Chemour, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Soyez le bienvenu. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Bonsoir à toute l'équipe technique. Bonsoir à Hassan et tous vos invités. Merci pour l'invitation et moi je vous entends 5 sur 5. Super. Cher Hassan Harej, on va essayer de voir donc ce qui se passe de votre côté. Peut-être
Azwa Chemlouk, on a eu le plaisir d'avoir Hassan Hiresh aussi en tant que écrivain qui donne sa plume aux uns et aux autres. Mais je voudrais aussi avoir votre retour sur cette affaire, notamment encore une fois l'axe de ce soir, c'est vraiment de comprendre est-ce que quelque part, en employant ces méthodes, ce silence du pouvoir, ce silence auprès des Algériens et des Algériennes, ce manque d'information à l'international, est-ce que ce n'est pas une provocation aussi gratuite pour toutes ces réactions et comment vous qualifiez ces méthodes? Est-ce qu'un homme mérite de disparaître comme ça pendant plusieurs jours? Azouav Chemlouk. Oui, vous m'entendez? Si vous m'entendez. Oui, je vous en prie. Ah bah super. Donc oui, malheureusement, ça reflète la nature du système algérien. Donc malgré, c'est-à-dire ces tentatives d'essayer d'embellir un peu son image vis-à-vis de l'étranger, mais c'est-à-dire la nature revient au galop, comme on dit. Donc, c'est des pratiques mafieuses, de voyous, c'est des pratiques dignes de la police politique, c'est-à-dire dignes d'un système dictatorial, d'un système autoritaire tel que le nôtre. Quand on kidnappe quelqu'un, il s'agit d'un kidnapping, parce que normalement, dans les lois, que ce soit des lois internationales ou lois nationales, il est formellement interdit de kidnapper quelqu'un à l'insu de ses proches. C'est-à-dire que la moindre des choses que d'abord, on le signifie, c'est-à-dire les accusations, et puis les motifs, justement, les chefs d'inculpation, et puis on lui donne, c'est-à-dire la possibilité d'informer sa famille. Et ça, c'est des pratiques dignes d'un état de droit, c'est-à-dire qu'on inculpe quelqu'un sur la base bien sûr de preuves, et puis on lui donne, c'est-à-dire tout en lui garantissant les droits d'arrestation, les droits de procédure, voilà, dans ce cas dans ce cas de figure, alors que donc, il s'agit de Balam Sensal et pas que, hein, c'est-à-dire que quand on prend tous les détenus politiques et toutes les arrestations qui se sont déroulées depuis 2019, aucune ne s'est déroulée d'une manière la plus légale possible ou en respectant, c'est-à-dire les droits de l'homme. Donc, vous avez cité tout à l'heure des figures du Hirak ou des figures de la scène politique algérienne. Et donc, Balam Sensal ne fait pas exception dans ce cas. Et donc, ça reflète l'état autoritaire dans lequel navigue aujourd'hui le pouvoir algérien. C'est-à-dire qu'il n'a de compte à rendre à personne. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Donc, il a arrêté Balam Sensal à l'aéroport et on a dû attendre, je ne sais pas, quelques jours sous la pression de l'opinion, bien évidemment, pour que, même pas les officiels, mais pour que c'est-à-dire les médias à la solde du pouvoir annoncent son arrestation, alors qu'en plus, il devait être, c'est-à-dire on devait savoir ça dans les heures qui suivent l'arrestation, si on était dans un pays de droit. Maintenant, sur la forme, je disais que c'est des pratiques d'un État voyou, malheureusement. Après, sur le fond, il y a à manger, il y a à boire, à manger, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que sur le fond, quand on prend, c'est-à-dire les chefs d'accusation, les chefs d'inculpation qui ont été, c'est-à-dire annoncés à l'encontre de Boualem Sansal, c'est digne d'un État soviétique, c'est digne d'un État, c'est digne c'est-à-dire d'un système stalinien, c'est-à-dire on met en place des lois un peu vaseuses comme ça, élastiques, on peut tout mettre dedans, atteinte à l'unité nationale, donc on peut tout mettre dedans. Tout propos peut être qualifié comme une atteinte à l'unité nationale, atteinte au territoire, c'est-à-dire à l'intégrité du territoire. Je vous disais, c'est un État stalinien parce que je vois mal comment qu'on puisse c'est-à-dire porter atteinte à un territoire tout en déclarant des propos politiques, peu importe. On peut être d'accord ou pas avec les propos de Balam Sensal. Ça se débat, ça se discute sur les plateaux parce que le pouvoir algérien, il croyait, c'est-à-dire faire un coup c'est-à-dire avec l'arrestation de Boualem Sensal, mais plutôt cette arrestation l'a desservi plutôt plus qu'elle l'a servi, hein, parce qu'il croyait que prendre Boualem Sensal comme otage et faire réagir Paris, mais malheureusement
aujourd'hui, on voit que sur la scène internationale, plutôt ça l'a desservi que ça l'a servi. Bon, peut-être on en parlera après pour laisser la parole Oui, à Hassan. on va approfondir avec vous, bien évidemment. J'espère que Hassan Helech nous entend bien. On va se poser ces questions, puis cette actualité depuis maintenant hier, puisque le patron de l'Assemblée en Algérie sort du silence. L'adhésion du Parlement européen à un certain cercle médiatique et politique français donne une tentative d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie. Il s'agit d'une tentative flagrante de détourner les regards des véritables violations des droits de l'homme et du droit international. Donc encore une fois, c'est souvent ce qui est employé un peu, cette raison, peut-être cette excuse aussi, ce leitmotiv, cette sortie notamment de détourner les regards des véritables violations des droits de l'homme et du droit international. Ici, M. Bourali qui fait notamment référence à la situation au Proche-Orient. On va en parler dans un instant. On va aussi évoquer aussi la problématique de ce manque de démocratie et certainement d'illégitimité sur un problème systémique. Hassan Helech, il est important aussi de vous réentendre sur cette affaire qui en dit long. Le pouvoir algérien en 2024, dans une nouvelle Algérie annoncée par Abdelmadjid Tebboune, aurait pu éviter ces sorties gratuites, des méthodes, effectivement, peut-être vous êtes d'accord, qui rappellent un certain régime dans les pays soviétiques. Pas, Aïe, vous ne m'entendez pas. C'est pas du tout, Hassan Helech. Je vous entends vraiment à peine. La voix est rauque, c'est comme si c'était une voix trafiquée. Je vous entends très mal et j'ai pas entendu mon ami Chemrouk tout à l'heure. D'accord. Alors, ce qu'on va essayer, on va essayer peut-être au téléphone, Azouaf Chemrouk. Je vais demander aux équipes en régie Hassan Helech. Je vais demander aux équipes en régie de vous rappeler par téléphone. Il est important d'avoir vos réactions, cher Hassan. Je voudrais qu'on écoute, s'il vous plaît, ici Marine, ça aurait pu être Marine. Marion Maréchal Le Pen, s'il vous plaît, les collègues de la galerie, que je remercie d'ailleurs. Vous allez voir qu'elle parle d'un État voyou et un changement de prisonnier. Alger se comporte comme un État voyou, prêt à tout pour exercer une pression diplomatique. C'est en somme une prise d'otage qui ne dit pas son nom. En cas de vieux usages diplomatiques et proposant à l'Algérie un échange de prisonniers. Il y a 3500 vrais délinquants et criminels algériens dans les prisons françaises. Nous sommes prêts à les échanger. Contre Alger se comporte. Alors, je ne sais pas si on a retrouvé Hassan Helech au téléphone. Azouaf Chemrouk, est-ce que ici, dans ce système auquel est confrontés les Algériens, alors peut-être que là, il y a une petite note positive, c'est que avec l'accusation, les chefs d'inculpation de cet écrivain, l'international réagit sur ce que subit aussi un certain nombre d'Algériens et d'Algériennes. Pour vous, c'est un problème de fond, problème systémique, un manque de justice aussi, un manque de démocratie. C'est pour ça que le pouvoir fait un peu ce qu'il veut, quand il veut. Il est entendu par personne. Personne ne réagit. Il est libre comme l'air. Oui, donc ça, en fait, ça en dit long sur la nature du système. Vous disiez, Chahban, tout à l'heure, c'est-à-dire tous les qualificatifs peuvent convenir à ce système, au système algérien. Parce que c'est pas un système, si vous voulez, qui s'est basé sur la volonté populaire, donc il n'est pas venu avec la volonté populaire, donc il s'est imposé contre la volonté du peuple. Donc il peut tout se permettre, notamment à partir de 2019, surtout avec le silence de l'Occident, si vous voulez, parce que l'Occident, il est dans un jeu de rôle, si vous voulez, de garant ou de donneur de légitimité au pouvoir algérien. Donc l'Occident aujourd'hui n'a pas de mal à donner de la légitimité au pouvoir algérien malgré tout ce qu'il sait c'est-à-dire de la dictature, tout ce qu'il sait de la répression en Algérie. Aujourd'hui, toutes les officines, c'est-à-dire internationales, étrangères, que ce soit européennes ou américaines, qui activent
en Algérie savent très bien la nature et la vraie nature du système algérien, mais ils ferment l'œil. C'est parce qu'il y a des intérêts en contrepartie. Parce qu'aujourd'hui, avec le bouleversement de l'ordre mondial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire l'Occident, il n'est pas seul maître à bord aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud. Donc il y a tout c'est-à-dire c'est-à-dire le pont de l'Est, c'est-à-dire à sa tête la Russie. Donc il y a ce chamboulement de l'ordre mondial où les États-Unis et l'Europe, ils ne sont pas les seuls maîtres à bord. Donc si vous voulez, face à cet impératif-là, l'Europe ou l'Occident qui est entre guillemets censé être défenseur des droits de l'homme, il n'est pas regardant à ce qui se passe dans les pays dictatoriaux et autoritaires tels que le nôtre. Donc aujourd'hui, ce qui l'intéresse, c'est leurs intérêts. Donc tout ce qui se passe quand il s'agit des Algériens lambda, des détenus lambda ou des détenus algéro-algériens, généralement l'Occident il a tendance à fermer l'œil parce qu'il y a plus d'intérêt à se taire qu'à faire de la dépression sur le régime d'Alger. Maintenant, avec ce qui se passe avec Boualem Sansal, c'est justement, il y a un contexte régional et géostratégique qui a fait en sorte à ce que la France réagisse comme ça. Et puis, Boualem Sansal, c'est un franco-algérien. Il bénéficie non seulement c'est-à-dire du soutien de la classe politique française en partant de l'extrême gauche jusqu'au centre ou jusqu'à la droite, mais aujourd'hui, la différence avec Boualem Sansal et les autres détenus algériens, c'est plutôt, c'est-à-dire le soutien de l'extrême droite, parce que Boualem Sansal est idéologiquement anti-islamiste, donc si vous voulez, il sert un peu les thèses de l'extrême droite ici en France. Donc c'est pour ça qu'on voit que l'extrême droite aujourd'hui le soutient, mais malheureusement c'est que paradoxalement quand on voit le soutien de l'extrême droite, il croit, c'est-à-dire cette extrême droite française croit rendre un service à Boualem Sansal en affichant c'est-à-dire son soutien, mais il l'enfonce, c'est-à-dire malheureusement cette extrême droite enfonce c'est-à-dire le cas de Boualem Sansal et puis peut pousser le pouvoir algérien à annoncer des décisions arbitraires à l'encontre de Boualem Sansal à cause du soutien de l'extrême droite française. On va se poser cette question dans un instant. J'ai envie de vous dire, ou pas, peut-être qu'avec ces sorties aussi du Parlement européen, que peut faire demain l'Algérie? Est-ce qu'elle va maintenir en détention Boualem Sansal ou pas? Avec nous, on a retrouvé Hassan Hiresh au téléphone. Hassan Hiresh, d'abord, peut-être 3 points. Les méthodes d'arrestation, les méthodes de répression, un silence total aussi de la classe politique algérienne, du régime, aucun média pour en parler et informer sa famille. C'est aussi des réactions. Est-ce que le pouvoir algérien, avec ces méthodes qui, selon les expériences et les cas que nous avons depuis plusieurs années, est-ce que c'est pas donner le bâton pour se faire battre? Est-ce qu'il n'aurait pas pu changer ces méthodes? Écoutez, malheureusement, j'ai pas entendu tout ce que vous aviez dit précédemment. Ce que je peux vous dire par rapport à cette malheureuse affaire, c'est que nous gérons ce problème aussi bien au niveau du pouvoir qu'au niveau de la société de façon vraiment émotionnelle. Et c'est vraiment un triomphe majeur des émotions, d'où les invectives, les jugements actifs, les ressentiments, les violences verbales, les accusations faciles, ainsi de suite. Moi, je pense qu'il est extrêmement important de revenir vite à la raison et de voir de façon objective, c'est-à-dire de sortir tout simplement de la configuration géopolitique, aussi bien régionale qu'internationale. Je pense que Boualem Sansal est victime à la fois d'un discours qui croyait
comment dire, pas trop méchant. C'est un écrivain, et il faut pas oublier ça. C'est pas un homme politique. Donc, ça fait des années, ça fait au moins 30 ans, voire un petit peu plus, qu'il parle de l'anti-islamisme, qu'il parle de la dictature, qu'il parle du régime algérien à sa manière. Et il n'est pas le seul. Il y a des politiques qui l'ont fait, il y a des écrivains, des journalistes, etc. Il n'a pas été plus virulent que l'ensemble. Bouc émissaire du pouvoir algérien, je dirais pas bouc émissaire. Je dirais qu'il est pris entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que il y a des dossiers divers. Il y a le dossier palestinien, le dossier du Sahara occidental. Il y a l'ingérence d'un certain nombre de pays dans les affaires algériennes, enfin d'une façon directe ou indirecte, au moins de façon sur le terrain géopolitique. Et donc tout ça a exacerbé évidemment les sentiments. Tout ça a mis vraiment les nerfs à vif pour. Mais quand vous dites tout ça, Hassan Hallej, on vous garde, vous avez un peu de temps, moins de parole, mais quand vous dites tout ça, quelque part, encore une fois, les sorties de Boualem Sansal, si elles doivent être poursuivies, attaquées, elles peuvent certainement se faire autrement. Quand vous dites tout ça, quelque part, est-ce que c'est pas provoqué aussi par le régime algérien, que les uns et les autres s'expriment? Bon, c'est une chose, on va en parler dans une seconde, mais quand vous dites tout ça, est-ce que c'est pas la responsabilité elle n'est pas au cœur du régime algérien, avec, je vous le disais tout à l'heure, enfin je me répète, mais ces méthodes, et puis des méthodes qui, Cheikh Bourgara, il a été aussi victime de ça, par exemple. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons assisté depuis 1962 déchaînement de passion, d'invectives, encore une fois de jugements hâtifs depuis Hossein Ait Ahmed, Ben Khedda, L'Ahwal, jusqu'à Ali Messili qui a même été assassiné, Karim Belkacem assassiné, Mohamed Khidr assassiné, Meddaghri assassiné, ainsi de suite. Je crois qu'il y a toute une culture, malheureusement, dont nous héritons. Il y a la culture de la bleuite, c'est-à-dire la méfiance, la paranoïa, tout ce qui n'est pas avec nous, tous ceux qui sont pas avec nous sont contre nous. Donc, il y a toute une histoire, malheureusement, depuis plusieurs décennies, voire depuis plusieurs générations, où l'Algérien a vécu énormément de violence, il y a énormément de traumatisme et évidemment cela aboutit à des violences multiformes, à des cultes de personnalité, des trafics de l'histoire, des trafics de notre culture, le peuple complètement marginalisé. Et il y a un certain nombre de groupes réunions qui sont quasiment les mêmes depuis la prise de pouvoir du groupe d'Oujda. Les richesses sont mal réparties, inégalement réparties, il y a des passe-droits, etc. Tout ça fait que la société, malheureusement, prend aussi tous ces comportements qui sont qui relèvent plus de la vindicte, de la violence. Et les Algériens veulent changer ça. Les Algériens, il est 19h30 dans un instant. Les Algériens, pas tous. Mais les Algériens, pourquoi est-ce que le système... Pardon. Parce que quand j'observe ce qui est écrit, ce qui est dit, quand j'observe un certain nombre de vidéos, même les personnes qui justement reprochaient au pouvoir d'utiliser la violence, eh ben ils l'ont exercé à l'égard de Boualem Sansal, de Kamel Daoud. Je veux dire, il y a une virulence que l'on peut expliquer que par la psychologie, la psychosociologie. Il y a une espèce de d'accord, Hassan Hallej. Je suis effectivement, il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux de citoyens, parfois aussi de personnalités, mais est-ce que c'est pas... il y a certains Algériens qui veulent un autre système.
système, qui veulent une vraie justice, qui veulent aussi parfois avoir des élus et des responsables s'exprimer. Il y a des Algériens qui ont envie de... Est-ce que la base, elle n'est pas là? Parce que c'est vrai que c'est aussi en montrant l'exemple, c'est en mettant des systèmes... Il y a un problème de justice aussi aujourd'hui en Algérie. Lorsqu'on a un homme écrivain comme celui-là qui subit ça, c'est aussi peut-être un problème de justice, un problème de système. Très franchement, il y a une surréaction, une espèce d'hystérie par rapport à cette histoire de Boualem Sansal, mais aussi de Kamel Daoud, mais il y en a eu d'autres auparavant. Je crois qu'effectivement, comme vous dites, c'est un problème systémique. On ne comprend pas que la démocratie qu'on refuse est un système tout simplement conçu pour gérer les désaccords, alors que justement le système autoritaire en place considère que tout désaccord est une voie de trahison, est une déstabilisation, est une déloyauté, et qu'il est extrêmement difficile justement avec des personnes enfermées dans leurs certitudes, à la fois certitudes politiques, certitudes religieuses, certitudes historiques, toutes sortes de psychorigidité avec des pensées hégémoniques, surtout justement quand ces personnes détiennent des postes d'autorité. Ils sont dans le culte de la personnalité, il faut qu'on les applaudisse. Ils ont... ils considèrent que l'opposition est à combattre, qu'elle n'a pas le droit à la parole. C'est pourquoi, justement, cette psychorigidité se renforce de jour en jour. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Je vous en prie. Elle se renforce de jour en jour. Et les personnes au pouvoir refusent d'entendre un discours discordant, pas seulement celui de Boualem Sansal, pas seulement celui de Kamel Daoud, mais aussi celui de Mohsen Ben Abbas, de Zoubida Assoul, de Karim Tabou, de toute l'opposition. Donc il est très difficile de faire accepter les contre-pouvoirs, il est extrêmement difficile d'avoir des compromis, d'avoir une presse indépendante, une justice indépendante. En tout cas, pourrait éclairer les téléspectateurs. Restez, je reviens à vous dans un instant, Hassan Helloch. On écoute aussi quelques réactions et je voudrais qu'on évoque effectivement enfin la sortie de M. Bourali, le patron de l'Assemblée populaire en Algérie. L'Algérie, c'est un pays structurant pour la France, à la fois sur le plan mémoriel, sur le plan politique, sur le plan géopolitique. C'est une armée très puissante dans la région, c'est un stabilisateur très important dans la région. Et donc potentiellement un déstabilisateur. Et potentiellement un déstabilisateur. Et je crois que Emmanuel Macron a sincèrement essayé de faire des gestes, de construire une nouvelle relation avec l'Algérie, avec des discours et des actes qui ont été courageux. Simplement, il s'est heurté, pour ne pas dire fracassé, à un mur, qui est un pouvoir algérien aujourd'hui qui est aux abois, qui vit beaucoup de la rente mémorielle et donc de l'hostilité entretenue vis-à-vis de la France, et avec lesquels il est très difficile de travailler, de construire une relation constructive. Mais idéalement, ce que j'aimerais pour l'avenir, c'est qu'on sorte de cette tenaille. Si tu t'entends bien avec le Maroc, tu dois être fâché avec l'Algérie et vice-versa. Moi, je crois qu'il faut que la France, elle parle à égalité au Maroc et à l'Algérie et qu'elle construise avec ces deux grands pays, car ce sont deux grands pays. Ce sont deux grands... Je ne peux pas en dire beaucoup plus, puisque je suis filmé. Mais chacun sait, la dernière affaire, c'est l'affaire de Boualem Sansal. Mais les relations sont bien sûr extrêmement tendues. Elles l'ont toujours été, même si... La France a fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher de l'Algérie. On ne peut pas reprocher au président Macron de ne pas en avoir fait. Il en a fait beaucoup. Mais le régime algérien a toujours considéré que, et quand on voit d'ailleurs les dernières mesures qui ont été prises pour défranciser d'ailleurs au niveau de l'école, la jeunesse et beaucoup d'autres mesures très agressives, on voit bien que bien avant la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un processus s'est engagé, très agressif. Bien. J'en dirai pas plus puisque ça va au-delà. Et comme ministre de l'Intérieur, j'ai à connaître un certain nombre d'éléments, d'événements qui me laissent à penser qu'on ne peut pas tout s'autoriser. Une puissance étrangère ne peut pas tout s'autoriser.
en matière de violation de notre souveraineté. Donc, les relations étant ce qu'elles sont, évidemment, à titre... Une puissance étrangère ne peut pas tout s'autoriser. Marie Toussaint, au nom des Verts, a élargi le débat, donc en liant le sort de M. Sansal, celui du peuple algérien tout entier, qui, dit-elle, depuis des décennies étouffe sous le poids d'une gérontocratie, un système verrouillé qui refuse d'entendre des aspirations légitimes à la démocratie, à la transparence, à une vie meilleure. Elle réclame la libération de M. Sansal et du peuple algérien. Et puis Raphaël Glucksmann, pour les socialistes et places publiques, lui, son intervention compare le régime algérien aux dictatures historiques ayant persécuté leurs intellectuels. Azouab Chemolouk, peut-être aussi une réaction sur les relations extérieures. Les relations extérieures, elles sont importantes, on peut être d'accord ou pas d'accord. Je pense qu'un État doit maintenir de bonnes relations diplomatiques dans l'intérêt du pays. C'est ce que nous disait M. Tebboune en 2022. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec de telles méthodes, une telle sortie dernièrement à l'APS, je rappelle, ou communiqué assez virulent, assez violent? Oui, c'est vrai que quand on voit ce que vous avez, c'est-à-dire les séquences que vous avez passées tout à l'heure, que ce soit l'analyste qui est d'origine algérienne d'ailleurs, qui a des origines algériennes, et le ministre de l'Intérieur français, il y a effectivement une haine, un discours haineux à l'encontre de la France qui est entretenu par le pouvoir algérien. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que le pouvoir algérien, il a des intérêts avec la France, il a des intérêts même personnels, c'est-à-dire certains dirigeants ont des biens qu'ils doivent protéger ici en France, donc ils ont des intérêts extrêmement liés à la France. Et d'un autre côté, c'est-à-dire que vous avez, c'est-à-dire ce combat ou ce discours idéologique anti-français qu'il doit entretenir. Donc, en fait, le pouvoir algérien, il est otage de deux choses, c'est-à-dire d'intérêts qu'il a en France et c'est-à-dire de cette idéologie anti-française qui a marqué une partie de la classe politique algérienne. Parce qu'il faut se rappeler d'une chose, c'est que celui qui est à la rescousse du pouvoir algérien, c'est-à-dire du pouvoir des militaires, c'est bien ce qu'on appelle l'arabo-islamisme, c'est-à-dire que ce qu'on a appelé communément pendant le Hirak, le Badissia Novembaria, à tort ou à raison, je ne sais pas, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, ce qu'on appelait communément le Badissia Novembaria, c'était l'idéologie qui était à la rescousse du pouvoir militaire. Donc le pouvoir militaire, il doit rendre l'ascenseur en offrant quelque chose, c'est-à-dire à cette frange de la société où cette idéologie, justement cette idéologie trouve ses comptes en haïssant la France, en propageant un discours anti-français. Effectivement, ils ont raison, malheureusement, ces deux intervenants précédents, c'est que depuis 1962, il y a ce discours donc qui est alimenté anti-français. Après, il faut savoir une chose, quand il s'agit des relations diplomatiques, c'est qu'il y a la réalité des pouvoirs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout se permettre. Et j'en suis sûr d'ailleurs, donc par l'occasion, je vais essayer de profiter de cette occasion pour dire que je pense, donc ça reste une extrapolation des événements, que Sansal sera libéré tôt ou tard. Mais peut-être que c'est la manière dont ça va être question de la manière dont il sera libéré et quand. Mais sinon, je suis persuadé, parce que le pouvoir algérien, donc vous parlez de la diplomatie, le pouvoir algérien n'a pas les éléments nécessaires pour pouvoir tenir un discours ou une négociation ou des relations d'égal à égal entre Alger et Paris. Donc, si vous voulez, pour être fort diplomatiquement, il faut avoir certains critères, à mon avis, c'est 4 ou 5 éléments qui sont très importants. La stabilité politique dont fait défaut l'Algérie, la stabilité économique ou le prospect économique. Aujourd'hui, on importe la plupart de ce qu'on consomme aujourd'hui. Et si demain la France décide d'interdire l'exportation du blé, par exemple, le régime algérien ou l'Algérie serait dans une crise. Donc, si vous voulez, on n'a pas les éléments pour tenir tête à la France. Et si la France tient vraiment à libérer Sansal, ça sera le cas, c'est sûr.
Merci, restez avec nous, Azwa Ouachem. Donc, avec nous, Hassan Hiresh, aussi sur les questions internationales. D'abord, je rappelle aussi aux téléspectateurs, vous pouvez réagir à la sortie de Bourali. J'aimerais aussi vous entendre, même si vous l'avez déjà fait, mais peut-être plus précisément, Hassan Hiresh, le président de l'APN, a salué la justice algérienne qui veille à protéger les droits et les libertés et assurer que la loi s'appliquera à quiconque se permet d'attenter à la sécurité, à la stabilité de l'Algérie. Bon, je crois qu'on a évoqué déjà les libertés et la justice aussi en Algérie. Vous pouvez réagir là-dessus. Pourquoi cette sortie maintenant, Hassan Hiresh? Pourquoi est-ce que l'APN sort maintenant? Il est unique, on ne peut pas dire qu'il y a eu des débats au sein de l'Assemblée, encore moins dans les médias, et puis peut-être dans la continuité, vous entendre aussi sur ce pays qui tout de même s'isole, et même avec la France, quel intérêt? Oui, tout à fait. Je pense que la sortie du président de l'APN s'inscrit justement dans cette configuration géopolitique, et notamment dans les relations avec la France, mais pas seulement. Et je pense que ce que vous aviez mentionné tout à l'heure, à savoir justement le dénigrement constant de la France depuis 1962, c'est tout simplement, vous m'entendez? Très bien, très bien, Hassan Hiresh. Je pense très honnêtement que c'est une façon aussi de se donner des allures de patriote. On constate que le groupe justement d'Oujda, qui n'a pas fait la guerre de libération nationale, est le groupe qui est le plus virulent, ce groupe et ses héritiers qui sont les plus virulents vis-à-vis de la France parce que ils n'ont pas été des combattants contre le colonialisme. On constate que ceux qui demandent le moins à la France, ce sont justement qui ont pris les armes contre la France coloniale, qui n'est pas la France d'aujourd'hui. Ceci dit, je mettrai quand même, je ferai quand même une remarque. C'est Bruno Retailleau qui a parlé tout à l'heure, c'est ça, et qui a dit qu'une puissance étrangère ne peut pas tout se permettre vis-à-vis de la France, c'est ça? Exactement, oui, c'est le ministre de l'Intérieur. Écoutez, j'aimerais quand même relever le fait que peut-être aucune puissance étrangère ne peut se permettre de dire ce qu'elle veut par rapport à la France, mais ce n'est pas le cas d'Israël, ce n'est pas le cas des États-Unis, et ce n'est même pas le cas du Maroc. On se souvient quand même des écoutes téléphoniques du logiciel Megasus. Le Maroc a écouté la majorité des ministres français. Ils ont écouté même le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron. Ils ont corrompu un certain nombre d'eurodéputés, dont des eurodéputés français. Et donc aujourd'hui, on semble passer l'éponge là-dessus et faire semblant justement qu'aucune puissance ne peut se permettre de faire ce qu'elle veut. Je crois que l'Algérie n'a pas été jusque-là. Bon, c'est vrai qu'il y a une violence verbale constante vis-à-vis de la France, mais l'Algérie n'est jamais passée à l'acte. Pardon? Je ne peux pas parler à sa place, mais le ministre de l'Intérieur revenait aussi beaucoup sur la façon de faire au niveau des libertés, au niveau de l'information, de la justice. C'était dans ce cadre-là aussi qu'il évoquait. Je suis entièrement d'accord que nous sommes malheureusement dans un pays où les libertés individuelles et les libertés publiques sont mises à mal. On voit bien que les partis politiques sont complètement marginalisés, exclus de la vie politique, et que malheureusement toute vie associative, toute vie partisane, toute vie syndicale est complètement anéantie. On voit très bien qu'il y a un seul discours qui est autorisé. Cela dit, je suis désolé, la monarchie despotique à nos côtés fait pire que ça. Elle s'introduit de façon concrète dans les affaires françaises, et l'Algérie ne s'est jamais permis justement de rentrer dans les affaires intérieures françaises. C'est vrai qu'encore une fois qu'il y a une violence verbale, et qu'il y a essentiellement d'un certain nombre d'islamistes radicaux et d'un certain nombre de turbo-nationalistes
qui font ça parce qu'ils veulent se donner une allure de patriote qu'ils n'avaient pas eu avant 1962, mais on ne peut pas non plus exclure la violence verbale d'un certain nombre de lobbies, aussi bien les anciens de l'OAS que l'extrême droite, qui non seulement ont eu une politique d'éradication de tout ce qui est algérien ici en France, il faut quand même se rappeler les ratonnades des années 60-70 qui touchaient les Algériens et pas les Marocains. Il faut se rappeler aussi que les accords dont on parle, qu'on veut remettre en cause, ça concerne les Algériens, que à chaque fois qu'il y a un petit délinquant algérien qui a été l'auteur d'un acte répréhensible, effectivement, et à juste titre, il faut le punir, mais et pourquoi est-ce que le pouvoir... J'ai entendu des responsables politiques français qui nous disent reprenez vos imams, reprenez vos délinquants, etc., mais qui nous disent jamais reprenez vos médecins, reprenez vos ingénieurs, reprenez vos informaticiens, vos économistes. Hassan Halaj, désolé, le temps passe tellement vite. Effectivement, tous ces exemples-là, il y a un comportement, il y a un savoir-faire, malheureusement, dans le mauvais sens de certains États. Mais à l'intérieur du pays, pourquoi est-ce que ce pouvoir ne protège pas aussi ses citoyens? C'est pour ça que je voulais encore une fois prendre de la hauteur. Il peut, enfin, malheureusement, vous qui écrivez, vous qui êtes aussi écrivain, qui êtes artiste aussi, bon, je vous le souhaite pas, mais demain, vous vous dirigez vers un autre bouquin parce que vous avez une culture, vous avez aussi à l'international, vous avez une culture sur ces régimes. Pourquoi est-ce que ce pouvoir, à un moment donné, ne protège pas tous ces militants politiques, cette jeunesse, ces artistes, ces poètes, etc., depuis des décennies, en évitant de leur appliquer un 87 bis, en évitant de leur faire fermer leur plume, par exemple, ce pouvoir à l'intérieur. Absolument, Monsieur Chaban, je vais vous dire, moi j'ai été frappé d'ISTN en 1986, je suis resté 7 mois là-bas, j'étais sur le point de perdre mon emploi, ma femme était enceinte, etc. Il a fallu l'intervention du gouvernement suédois pour que je retrouve mon passeport. Là, en 2019, on m'a interdit un certain nombre de conférences, y compris des conférences scientifiques, à la Maison de la Culture, à la Maison municipale de Fort National, donc Maison de la Culture à Tizi Ouzou, ainsi de suite. Je n'excuse rien dans le comportement du pouvoir algérien qui effectivement ferme toutes les portes, qui interdit même les cafés littéraires, même des conférences banales, ainsi de suite, même la publication d'un certain nombre d'ouvrages, qui interdisent aux éditions Coucou et aux éditions Tafat d'aller au SILA. Tout ça est impardonnable. Et jusqu'à quand, Hassan Halaj, jusqu'à quand est-ce que les Algériens seront confrontés à cette violence d'un pouvoir qui ne les écoute pas, qui ne leur donne pas la parole dans une presse libre, sur les plateaux de télé, jusqu'à quand il veut absolument se maintenir, continuer à diriger, alors qu'il pourrait ouvrir la démocratie et puis continuer aussi si c'est démocratique, à être élu normalement. Tout à fait. Et pour revenir à l'affaire Boualem Sansal, écoutez, Chaban, se tromper, ce n'est pas agresser un pays, ce n'est pas mentir, ce n'est pas déstabiliser, se tromper d'un point de vue historique, parce que Boualem Sansal s'est trompé. Il suffisait de le ramener à la télévision algérienne, de lui mettre 2 historiens habilités, 2 historiens qualifiés, et pour déconstruire complètement ce qu'il a dit sur l'histoire de l'Algérie, et l'affaire était faite. Moi, si j'avais été conseiller du président Tebboune, je vais vous dire ce que j'aurais fait, c'est très simple. Moi, j'aurais appelé tout de suite un conseiller du général Moussaoui et je lui aurais demandé, en tant que conseiller de président Tebboune, de le prendre en charge, de l'inviter, de le rassurer, de lui donner de l'importance, de le valoriser, etc. Et de lui demander de travailler pour l'Algérie, comme Louis XV avait demandé à Voltaire de travailler pour les services du roi, alors qu'il était poursuivi et qu'il était considéré comme quelqu'un qui déstabilisait la monarchie. Finalement,
Finalement, il a été envoyé dans les cours européennes. Il donnait des informations de la cour prussienne. Il avait donné des informations extrêmement sensibles et importantes pour la monarchie, pour Louis XV. Et je pense que Boualem Sansal aurait pu travailler pour l'Algérie. Sa place n'est pas du tout en prison. Sa place est pour continuer à travailler pour l'Algérie, comme il l'a fait pendant 40 ans en tant que haut fonctionnaire de la fonction publique. Je pense qu'il faut vraiment revenir à la raison, qu'il faut cesser de s'attaquer aux intellectuels algériens, aux politiques algériens, aux animateurs algériens, aux acteurs algériens, et revenir à la raison. Tout le monde a envie de travailler pour notre pays, pour l'Algérie, à condition évidemment d'avoir des marges de manœuvre, une liberté d'expression et d'être respecté. Merci Hassan Hiresh. Azwa Chemlouk est avec nous. On va conclure l'émission avec vous, Jean. Azwa Chemlouk, même question, il nous reste 2 petites minutes. Jusqu'à quand ce pouvoir continuera alors que le peuple était réuni, peu importe l'idéologie, changement de système, une transition. Un mot sur l'avenir avec ce pouvoir qui est toujours à cadrer les choses, malgré que M. Bourali nous parle quand même de respect des droits, des libertés, de la justice. Bon, M. Bourali, il est dans son rôle. C'est-à-dire que c'est pas étonnant qu'il dise ça, parce qu'il faut bien qu'il défende le régime qui sert. En plus, c'est le 3e homme de la République, si on peut l'appeler comme ça. Donc, il doit être fidèle à son rôle et à son poste, de dire que l'Algérie c'est un pays de démocratie, c'est un pays des droits de l'homme. Bon, ça ne m'étonne pas de la part de ce pouvoir. Par contre, pour que tout ça cesse, moi je suis persuadé que seul le peuple, c'est-à-dire que le peuple algérien, seul le peuple, les clés sont entre les mains du peuple algérien. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'une puissance étrangère vienne c'est-à-dire libérer le peuple algérien du joug militaire ou de la dictature. C'est seul le peuple algérien. Comment que ça va se passer? C'est avec l'organisation. Il ne faut pas qu'on se mente, il ne faut pas qu'on se dise des histoires comme ça, alors que la réalité, elle nécessite l'organisation politique. Parce qu'il y a 2 choses, il y a deux perspectives qui se profilent pour l'Algérie. Vous avez la perspective de violence, ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, mais avec l'entêtement de ce pouvoir, il pousse justement l'Algérie à une issue historique violente, malheureusement. Donc il fait de la violence une nécessité historique, une nécessité politique, malheureusement, ce pouvoir. Alors, pour le peuple algérien qui est responsable, parce qu'il faut le rappeler, en 2019, le peuple algérien est sorti avec du pacifisme. En contrepartie, le pouvoir ne l'a pas vu de cet œil, c'est-à-dire le pacifisme des Algériens. Il l'a vu comme un message de faiblesse de ce peuple, alors que c'était un message de responsabilité de ce peuple. Donc, seule l'organisation politique, c'est-à-dire que je suis persuadé, ça c'est un message d'espoir, que le peuple algérien se soulèvera, tôt ou tard, ça c'est sûr, c'est-à-dire ça c'est une évidence face à l'entêtement de ce pouvoir. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut que l'énergie populaire, il faut qu'on sache la traduire en énergie politique, en organisation politique. Seule l'organisation politique pourra faire du mal à ce pouvoir. D'ailleurs, il a tout fait à ce qu'il casse toute forme d'organisation. Donc, pour le pouvoir, il faut qu'il soit la seule force organisée. Donc, c'est à nous, charge à nous, de traduire l'énergie populaire en une énergie politique, en organisation politique. On ne vous entend pas. Voilà, on ne m'entend pas. Maintenant, on m'entend. Merci, vous avez fait partie de cet espoir. Militant politique, merci pour votre fidélité. Hassan Hiresh, ingénieur économiste, analyste politique. Et puis écrivain, Slimane Azem, blessure et résilience chez l'Harmattan. Celui qui écrit l'histoire est éternelle. Dans quelques instants, Jamaldine Benchenou, Jamaldine Talem pour El Homme. Vous avez rendez-vous avec Mohamed Bachouch. Et puis l'autre fille qui vous ouvre l'antenne. Exprimez-vous, c'est la chance que nous avons sur cette antenne, c'est de vous donner la parole. L'équipe en régie, merci infiniment. À demain, je l'espère, 19h, même heure.